Je suis arrivé à la fête de bureau de Jason 15 minutes plus tôt qu'il ne l'attendait. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti nerveuse en entrant dans une pièce où mon propre mari travaillait. L'ascenseur s'ouvrait directement sur le toit terrasse. Des garde-corps en verre, une musique douce, un bar bordé d'employés s'efforçant trop de paraître détendus. L'horizon de Chicago s'étendait derrière eux comme une toile de fond pour laquelle les gens payaient. J'ai repéré Jason près du coin opposé, entouré de collègues, un verre à la main, riant plus fort qu'il ne le faisait d'habitude. Et à côté de lui, se tenant trop près, se trouvait son assistante, Tessa, la femme dont il insistait qu'elle était juste efficace et un peu trop désireuse de plaire. Il n'avait jamais mentionné la façon dont elle le regardait. Je l'avais remarqué dès le premier jour, même si j'avais essayé de l'ignorer. Jason ne m'avait pas encore vu, et honnêtement, j'en étais reconnaissante. J'avais besoin d'un moment pour me stabiliser. J'ai ajusté la bretelle de ma robe et j'ai commencé à marcher vers lui quand j'ai entendu mon nom. Un murmure, bas et tranchant. « Marissa, qu'est-ce que tu fais déjà ici ?» C'était l'un de ses collègues, un gars de la comptabilité. Ses yeux se sont agrandis comme si j'étais apparu avec une assignation à comparaître. « Oh, j'ai juste pensé faire une surprise à mon mari, ai-je dit. » Ma voix est sortie fluide. Trop fluide. Le genre de ton que l'on utilise quand quelque chose à l'intérieur de soi est déjà en train de se crisper. Il n'a pas répondu, il a juste regardé vers Jason et a dégluti. Et c'est là que j'ai saisi le premier morceau de vérité. Jason s'est penché tout près de Tessa, sa main planant près de son dos. « Détends-toi, lui a-t-il dit. Elle ne vient pas. Et si elle vient, ne fais pas de scène. Ne fais pas de scène. » Ces 5 mots ont brisé quelque chose en moi. Pas parce qu'il les avait dit, il avait dit des choses bien plus imprudentes en privé, mais à cause de la façon dont Tessa a réagi. Elle s'est raidie, a jeté un coup d'œil autour d'elle, et a murmuré quelque chose en retour avec un sourire nerveux. Il a tendu la main et a touché son poignet. Rapide, familier. Pas le frôlement accidentel d'un patron et de son assistante. Mes pieds ont bougé d'eux-mêmes. Je n'ai pas foncé sur eux. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas annoncé. J'ai marché droit vers eux deux à travers un groupe de personnes sirotant du vin, qui se sont toutes tues lentement à mon passage. C'est le silence qui a finalement fait se retourner Jason. Son sourire est tombé comme si quelqu'un avait coupé le fil qui le tenait. « Marissa, a-t-il dit, s'avançant vers moi trop rapidement. Tu es en avance. »« Ah bon, ai-je dit. Tu m'avais dit que la présentation était à 20h. » Il a regardé par-dessus mon épaule, n'importe où sauf vers moi. C'était le cas. Les choses ont changé. Tessa a essayé de reculer, mais je la gardais dans ma vision périphérique. Elle s'est figée dès qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas s'esquiver sans être remarquée. Je l'ai regardée en premier. « Bonjour, Tessa. » Elle a dégluti. « Bonjour, Madame Hale. »« S'il vous plaît, ai-je dit. Nous avons un âge trop proche pour cela. »« Marissa, c'est très bien. » Quelqu'un près de nous a toussé pour combler la tension. Cela n'a pas aidé. Jason a forcé un sourire. « Parlons ailleurs. »« Non, ai-je dit. Ici, c'est très bien. » Les gens prétendaient ne pas regarder, mais leurs yeux ne cessaient de faire la navette entre nous. Même le barman s'est penché plus près comme s'il savait exactement où cela menait. Jason a tendu la main vers mon coude, mais j'ai reculé. « Ne fais pas ça, ai-je dit doucement. » Sa main s'est figée en plein air. C'est alors que j'ai remarqué son rouge à lèvres sur son col, une nuance rose pâle qu'il prétendait toujours détester. Et la façon dont son chemisier était à moitié rentré, comme si elle s'était précipitée, ou comme si quelqu'un l'avait tiré contre lui et qu'elle s'était recoiffée après. Je n'avais plus besoin de preuves après cela. Ma poitrine me semblait vide, mais mon esprit s'est aiguisé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je me suis tourné vers elle à nouveau. Depuis combien de temps? La question l'a frappé plus fort que je ne l'espérais. Ses pupilles se sont dilatées, sa gorge s'est serrée. Jason est intervenu instantanément. Marissa, arrête. Ne fais pas de scène. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il l'avait dit exactement de la même manière qu'il l'avait fait quelques instants plus tôt quand il ne savait pas que j'écoutais. Tu as déjà dit ça, ai-je répondu. Il s'est figé.
Le visage de Tessa s'est vidé de ses couleurs. Alors, je l'ai répété lentement, assez fort pour le petit cercle qui se formait autour de nous. Ne fais pas de scène. N'est-ce pas ce que tu lui as dit? Juste avant de la toucher? Juste avant de t'assurer qu'elle sache que je n'étais pas censé venir? Une femme près du bar a eu un souffle de surprise. Un homme en costume a détourné le regard comme s'il n'avait aucun droit d'être témoin de cela, mais ils sont restés là. Tout le monde est resté là. La mâchoire de Jason s'est contractée. Tu comprends mal. Alors corrige-moi, ai-je dit. Publiquement. Tout de suite. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Ses yeux se sont tournés vers Tessa comme si elle allait le sauver, mais elle était déjà en mode d'auto-préservation. Elle a reculé comme si elle pouvait se détacher de la catastrophe qu'elle avait aidé à créer. Jason, a-t-elle murmuré. Peut-être devrions-nous. Non, ai-je dit sèchement en me tournant vers elle. Restez. Vous faites partie de tout ceci. Elle a eu un hoquet. Jason a essayé à nouveau. Nous devrions parler à la maison. Je ne rentre pas à la maison avec toi. Ces mots, prononcés à voix haute, m'ont fait l'effet de couper la corde d'un navire qui sombre. Un murmure s'est propagé sur le toit. Je ne devais d'explication à personne, mais je voulais qu'il l'entende. Je voulais que cela imprègne chaque partie de lui. Je suis venu ici ce soir pour soutenir mon mari, ai-je dit, ma voix stable même si mes mains tremblaient. Mais apparemment, ma présence gâche l'illusion que tu as construite avec ton assistante. Les yeux de Tessa brillaient de panique. Elle a ouvert la bouche, mais je ne lui ai pas laissé le temps. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit. Je ne ferai pas de scène. Puis je suis passé devant eux. Sans me presser, sans être ébranlé, simplement déterminé. Jason a suivi de 2 pas avant de s'arrêter, réalisant que tout le monde regardait. Marissa, attends. Je ne me suis pas retourné. J'ai continué à marcher à travers ce toit-terrasse, devant le bar, devant les visages choqués, devant les collègues qui soudainement ne pouvaient plus soutenir mon regard. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes comme si elles m'attendaient. Je suis entré, je me suis retourné une seconde, et j'ai croisé le regard de Jason à l'autre bout de la pièce. Il avait l'air terrifié non pas de me perdre, mais de ce que tout le monde savait désormais. J'ai appuyé sur le bouton et je me suis fait une promesse alors que les portes se fermaient, je ne vais pas m'effondrer. Je vais m'assurer qu'il regrette chaque étape qui m'a mené ici. C'est à ce moment-là que ma vengeance a commencé. Quand je suis rentré à la maison après la fête sur le toit, le silence me semblait différent. Pas paisible, pas pesant, juste définitif. Je me tenais dans le salon, la même pièce où Jason et moi avions autrefois planifié chaque version de notre avenir, et j'ai réalisé que j'avais passé des années à essayer de réparer un homme qui n'avait aucune intention d'être fidèle à quoi que ce soit d'autre qu'à son propre ego. 9 ans de mariage n'était pas quelque chose que j'avais prévu de jeter. J'ai rencontré Jason quand nous travaillions tous les deux dans des postes de débutants en ville, 2 personnes prétendant que l'âge adulte n'était pas accablant. Il avait de grandes idées et aucune ressource. J'avais de la discipline, de la patience et l'héritage que mon grand-père m'avait laissé. De l'argent que je gardais précieusement jusqu'à ce que l'agence de publicité de Jason manque de s'effondrer il y a 6 ans. Il ne pouvait plus payer les salaires, les fournisseurs menaçaient de poursuites judiciaires. Jason est rentré à la maison, pâle et tremblant, me disant que c'était fini. Je me souviens m'être assise à la table de la cuisine, calculant les chiffres, et transférant $85 000 pour couvrir la crise. Il m'a promis des parts, m'a promis la transparence, m'a promis de la gratitude. Il a gardé les parts sur le papier. La transparence était sélective. La gratitude a disparu dès que les choses ont commencé à bien aller pour lui. Pourtant, j'ai tenu cette maison. À la naissance de notre fille Aubrey, j'ai réduit mes heures de travail pour que Jason puisse développer son entreprise. Je m'occupais de tout, les rendez-vous pédiatriques, les formulaires scolaires, les séances d'orthophonie quand Aubrey avait des difficultés avec certains sons, les routines du coucher, les listes de courses, la charge mentale de toute notre vie. Jason se montrait quand cela lui donnait l'air d'un homme de famille. Le reste, c'était principalement moi. En y repensant, les signes avant-coureurs avaient commencé petit à petit. Des explications trop succinctes, des excuses trop polies, des appels téléphoniques qu'il prenait dans le garage, des soirs où il rentrait sentant un parfum dont il prétendait qu'il provenait de l'étreinte d'une collègue. Il riait toujours de cela,
me faisait me sentir excessive pour avoir simplement posé la question. Et parce que je ne voulais pas élever ma fille dans un foyer brisé, je me suis convaincu que j'imaginais des choses. Mais le changement n'était pas seulement en lui. C'était dans la façon dont il me regardait. Comme si j'étais une responsabilité, pas une partenaire. Comme si tout ce que je faisais pour cette famille était quelque chose qu'il pouvait négligemment tenir pour acquis. Pendant ce temps, son assistante, Tessa, s'était glissée discrètement dans nos vies, proposant d'envoyer des fleurs pour notre anniversaire, vérifiant ses horaires, lui rappelant des choses que je lui avais rappelées la veille. Je ne voulais pas croire que quoi que ce soit se passait. Mais les gens autour de moi voyaient ce que je refusais de voir. Ma meilleure amie Renée est le genre de femme qui remarque tout. Elle a essayé de m'avertir il y a des semaines. Elle m'a dit avoir vu Jason et Tessa dans un café bien trop tôt le matin pour une réunion de travail. Leurs chaises étaient trop rapprochées, leur voix trop basse. J'avais balayé cela d'un revers de main, je lui avais dit qu'elle interprétait mal. La nuit après le désastre sur le toit, elle a appelé. Je n'ai même pas dit bonjour. C'est vrai, n'est-ce pas, a-t-elle demandé doucement. J'ai fermé les yeux. Oui. Je suis tellement désolé, Marissa. Je ne voulais pas avoir raison, mais elle l'avait. Et maintenant, je devais décider de la suite. Pas seulement pour moi, mais pour ma fille, pour la vie que j'avais construite, et pour l'homme qui m'avait sous-estimé plus qu'il n'aurait jamais dû le faire. Le lendemain matin, le choc s'était dissipé et quelque chose de plus froid, de plus clair, avait pris sa place. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, non pas parce que je ne pouvais pas dormir, mais parce que mon esprit avait déjà commencé à trier chaque morceau de ma vie, chaque compte, chaque document, chaque risque, chaque issue. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas confuse. Je me sentais aux commandes. Le premier appel que j'ai passé a été pour une avocate spécialisée en divorce recommandée par une de mes collègues, une femme connue pour être calme, chirurgicale et totalement inébranlable au tribunal. Je ne lui ai pas encore raconté toute l'histoire. J'ai simplement dit, j'ai besoin de me protéger, moi et ma fille, aujourd'hui. Le ton de ma voix a dû lui dire tout ce qu'elle avait besoin d'entendre car elle n'a posé aucune question inutile. Elle m'a dit exactement quoi rassembler, déclaration de revenus, titre de propriété, relevé de compte de retraite et les documents que j'avais signés quand j'avais injecté mon héritage dans l'entreprise de Jason. Dès que j'ai raccroché, j'ai commencé à tout collecter. Tiroir par tiroir, dossier par dossier. J'ai scanné ce qui devait l'être, photographié ce qui devait l'être, et transféré chaque fichier numérique dans un dossier cloud privé auquel moi seul pouvais accéder. Je n'avais pas agi aussi vite depuis des années. Ensuite, je me suis connecté à notre application bancaire commune. De nous deux, j'étais toujours celle qui prêtait attention aux finances du foyer. Jason préférait se concentrer sur le travail, ce qui s'est avéré être un moyen pratique d'éviter de rendre des comptes. La plupart des comptes étaient joints, mais un compte d'épargne, celui qui contenait ce qui restait de mon héritage, était à mon nom seul. J'ai transféré la totalité du solde vers un compte séparé, nouvellement créé. Puis, d'un seul clic, j'ai gelé notre carte commune. Je ne l'ai pas fait par colère. Je l'ai fait parce que l'homme qui avait dit à son assistante, « Ne fais pas de scène » devant la moitié de son bureau ne méritait pas d'avoir accès à la vie que j'avais construite pour lui. Ensuite, j'ai réservé une consultation avec un évaluateur pour la garde des enfants. Je n'avais pas l'intention d'utiliser ma fille comme une arme, je voulais juste la vérité sur papier. C'était moi qui gérais ses routines, ses rendez-vous médicaux, son implication scolaire. Jason était présent quand cela arrangeait son emploi du temps. Après cela, j'ai préparé un sac pour Aubrey et moi. Pas une valise dramatique faite dans une tempête d'émotions, juste un ensemble propre et intentionnel d'essentiels, vêtements, documents importants, quelques objets qui comptaient pour elle. La maison me semblait différente alors que je la parcourais, comme si je la voyais enfin sans me battre pour l'illusion qu'elle abritait. Quand j'ai ouvert le placard où Jason gardait ses vêtements de saison, j'ai remarqué les boutons de manchette que je lui avais offerts pour notre 8e anniversaire, posés dans leur boîte, intacts. Il m'avait dit qu'il les adorait. Il m'avait dit qu'il les portait tout le temps. Ce n'était pas vrai. J'ai fermé la boîte doucement et je suis parti. En milieu de matinée, mon avocate m'a envoyé ses premières instructions par email. J'ai suivi chacune d'elles sans hésitation. Elle m'a dit de mettre en vente notre appartement de placement, celui dont Jason prétendait toujours qu'il était son plan de retraite, même s'il avait été acheté avec une grande partie de mon héritage.
J'ai contacté l'agent immobilier immédiatement. Elle a programmé des photos professionnelles pour le lendemain. À 11h42, mon téléphone a vibré. Jason. Je n'ai pas répondu. 30 secondes plus tard, un autre appel. Puis un SMS, appelle-moi. Il y a un problème avec notre carte. Un autre SMS, Marissa. Sérieusement. Je suis au déjeuner. Ça ne passe pas. J'ai fixé l'écran, non pas avec satisfaction, mais avec certitude. Il ressentait enfin le premier tranchant d'une réalité qu'il avait lui-même créée. Puis le message vocal est arrivé. Sa voix était tendue, contrôlée, s'effondrant juste un peu. Peux-tu m'appeler s'il te plaît? Je ne sais pas ce qui se passe, mais J'ai continué. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui me débattais. C'était moi qui allais de l'avant. L'après-midi, tout ce que j'avais mis en mouvement a commencé à faire des vagues. Je n'avais pas besoin de vérifier à nouveau l'application bancaire pour savoir que Jason avait essayé la carte à plusieurs reprises. Les messages vocaux en étaient la preuve suffisante, chacun plus tendu que le précédent. Le 5e message est arrivé à 14h13. Marissa, je suis sérieux. Quelque chose est bloqué. Est-ce que tu as accidentellement? Accidentellement? Comme si geler les comptes était le genre de choses que les gens faisaient en rangeant un tiroir de cuisine. J'ai retourné le téléphone face contre table et j'ai continué à organiser les documents étalés sur ma table de salle à manger. Les déclarations d'impôts à gauche, les titres de propriété au centre, les accords de partenariat avec son agence de publicité à droite. Les signatures me semblaient différentes maintenant, pas comme de l'encre légale, mais comme le moment où je lui avais donné un levier qu'il n'avait jamais mérité. Pendant que je travaillais, les SMS continuaient d'arriver. Appelle-moi maintenant. Pourquoi fais-tu ça? Les gens parlent de la nuit dernière. Pouvons-nous clarifier les choses? C'était là. Sa priorité, pas mes sentiments, pas notre fille, pas la trahison et l'image. Je n'ai répondu à aucun message. Vers 15h, ma meilleure amie Renée est passée sans prévenir. Un regard sur ma table de salle à manger et elle a expiré. Tu vas vite, dit-elle. Je n'ai pas le temps d'aller lentement. Elle m'a aidé à scanner le reste des documents et à étiqueter les dossiers. Elle n'a pas posé de questions sur le toit, elle savait déjà que je lui raconterais quand je serais prête. Au lieu de cela, elle a fait du thé, a mis une couverture sur mes épaules, même si je n'avais pas froid, et est restée près de moi sans être envahissante. En début de soirée, la vague suivante a frappé. Cette fois-ci, pas de la part de Jason, mais de l'intérieur de son bureau. Une femme nommée Karen, qui travaillait aux ressources humaines et me parlait à peine sauf si c'était obligatoire, a envoyé un seul message, « Tu ne tiens pas ça de moi, mais les gens ont tout vu hier soir. » Ça se propage. Un deuxième message a suivi avant que je ne puisse répondre, « Tessa a été convoquée à une réunion avec les associés principaux. » Je n'étais pas surprise. Le monde de la publicité se nourrissait d'images, de culture et de l'illusion du professionnalisme. Un associé ayant un enchevêtrement émotionnel avec son assistante sur les lieux de l'entreprise n'était pas le genre de problème qu'ils ignoraient, surtout pas après une scène dont la moitié du toit avait été témoin. Mon téléphone a sonné à nouveau. Jason, pour la 6e fois de la journée. Puis une 7e. J'ai laissé les deux aller sur la messagerie vocale. 10 minutes plus tard, il a essayé un autre angle, Aubrey a besoin de stabilité. Ne fais rien de radical. Ma mâchoire s'est contractée. Il s'était souvenu qu'il avait une fille seulement quand cela servait son récit. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai préparé le sac d'école d'Aubrey pour le lendemain et je l'ai placé près de la porte. Elle était chez ma mère pour la nuit, à dessein. Je ne voulais pas qu'elle entende des voix élevées ou ressente une tension qu'elle ne méritait pas. Pendant que je pliais son pull, j'imaginais ce que Jason vivait. Sa carte refusée au déjeuner. Les murmures dans le bureau. Son assistante interrogée. Les associés principaux échangeant des regards qu'ils ne cherchaient pas à cacher. Il perdait le contrôle d'une histoire qu'il pensait pouvoir gérer. Vers 19h20, mon téléphone a vibré à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas lui. C'était l'une de ses collègues, une femme nommée Brie, avec qui j'avais discuté occasionnellement lors d'événements festifs. Son SMS était court, « Tu devrais savoir qu'il panique. » Un autre message est arrivé quelques secondes plus tard, « Tessa a pleuré en quittant le bureau.
Ils lui ont demandé de s'éloigner pour le moment. Je me suis assise sur le bord du canapé, laissant l'information décanter. Pas avec joie, pas avec triomphe, juste avec clarté. Les actes avaient des conséquences. Et pour la première fois, ces conséquences ne retombaient pas sur moi. Quand Jason a finalement envoyé un nouveau SMS, ce n'était pas une exigence. C'était une supplication. Pouvons-nous s'il te plaît parler juste 5 minutes? Nous pouvons réparer cela. J'ai fait une erreur. Pouvons-nous nous voir dans un endroit privé? J'ai fixé l'écran, me rappelant la façon dont il avait touché son poignet. La façon dont il lui avait dit de ne pas faire de scène. La façon dont il avait semblé terrifié quand je m'étais éloigné. Il ne voulait pas parler, il voulait limiter les dégâts. À 20h04, le premier message vraiment désespéré est arrivé, « Marissa, s'il te plaît. Je suis en train de tout perdre. S'il te plaît, appelle-moi simplement. » J'ai posé le téléphone avec précaution, presque doucement, comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile. Il ressentait enfin les retombées qu'il avait créées, et je ne faisais que commencer. 2 jours après la fête sur le toit, j'ai accepté de retrouver un groupe d'amis communs pour dîner. Pas parce que je voulais socialiser, mais parce que je refusais de me cacher. Si quelqu'un méritait de disparaître, ce n'était pas moi. Le restaurant était l'un de ces endroits chics du centre-ville avec un éclairage chaleureux, des serviettes en lin et des tables suffisamment espacées pour que les conversations privées semblent publiques. Je suis arrivé tôt, je me suis assise vers le fond et j'ai essayé de calmer ma respiration. Je ne savais pas si Jason se montrerait ce soir. Je m'en fichais, mais je m'y étais préparé quand même. Nos amis sont arrivés un par un, chacun affichant la même expression, de la sympathie mêlée de curiosité. Ils prétendaient ne rien savoir. Ils posaient des questions polies sur le travail. Ils complimentaient la nourriture. J'acquiesçais, reconnaissante qu'ils essaient, même si nous sentions tous la tension assise entre nous comme une 5e chaise. Juste au moment où le serveur posait notre plat sur la table, une ombre est apparue à mes côtés. Jason. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Sa chemise était froissée, ses cheveux n'étaient pas coiffés, et l'assurance qu'il portait partout s'était vidée de sa posture. Il se tenait là, serrant son téléphone comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. « Marissa, dit-il doucement. Pouvons-nous parler ?» La table s'est figée. Les fourchettes se sont arrêtées. Les conversations se sont interrompues en plein milieu d'une phrase. Je n'ai pas levé les yeux vers lui immédiatement. Je suis en train de manger. Je sais. Je sais, murmura-t-il, jetant un coup d'œil aux yeux qu'il observait. S'il te plaît, juste 1 minute. Jason, dit prudemment l'un de nos amis. Peut-être devrais-tu. J'ai besoin de parler à ma femme, aboya-t-il avant de se reprendre. Sa voix s'est adoucie instantanément. S'il te plaît, sors juste un instant avec moi. J'ai fini par lever les yeux. Pourquoi, demandai-je. Pour que tu puisses expliquer la version de l'histoire qui te donne le beau rôle? Un frémissement a parcouru les tables voisines. Les gens écoutaient. L'atmosphère calme du restaurant rendait chaque mot plus sonore. Jason expira de manière tremblante. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux juste. J'ai besoin que tu comprennes ce qui s'est passé. Oh, je comprends, dis-je en posant ma serviette sur la table. Tu as eu une liaison avec ton assistante, publiquement, à ta fête de bureau. Et tout l'établissement est au courant. Son visage se crispa. Ce n'était pas ça n'a pas. Il se frotta le front. Marissa, s'il te plaît. Pas ici. Pourquoi pas ici, demandai-je. Tu ne t'inquiétais pas du ici quand tu lui as dit que je ne venais pas. Il se figea. Quelqu'un à quelques tables de la laissa tomber une cuillère. Jason baissa la voix, désespéré. Je me levai lentement, sentant la colère contenue se transformer en quelque chose de stable, de contrôlé. Mes amis regardaient avec des yeux écarquillés et incertains. Jason, ai-je dit assez clairement pour que toute personne se trouvant à moins de 3 mètres puisse entendre. Ce n'est pas moi qui nous ai blessés tous les deux. Tu as fait ça tout seul. Il a tenté de prendre ma main, mais j'ai reculé. Ne fais pas ça, ai-je dit. Ses yeux se sont tournés vers les autres tables, puis sont revenus vers les miens. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai incliné la tête. Faire quoi?
Répéter la vérité. Sa mâchoire s'est contractée, mais il est resté silencieux, ce qui était toute l'invitation dont j'avais besoin. Tu veux parler du fait de se blesser mutuellement, ai-je demandé. D'accord. Parlons du fait que mon héritage a payé les salaires de ton entreprise pendant 3 mois pendant que tu batifolais avec quelqu'un qui signe encore tes rappels de réunion. Des allaitements. De vrais allaitements. Le visage de Jason a perdu ses couleurs. Marissa, baisse d'un ton. Non, ai-je dit. Tu as rabaissé notre mariage. Je ne fais qu'expliquer les faits. Il regardait autour de lui, impuissant, comme s'il cherchait une sortie qui n'existait pas. Et sais-tu quel est le meilleur, ai-je continué. Ton assistante ne s'en est même pas bien cachée. Son rouge à lèvres était encore sur ton col quand je suis arrivé à la fête. À la table à côté de nous, une femme s'est étouffée avec son eau. La voix de Jason s'est brisée. Arrête, s'il te plaît. Tessa a déjà été convoquée au RH, ai-je dit calmement. Tu le savais? Ce sont les gens qui me l'ont dit, pas toi. Sa respiration a changé, superficielle et irrégulière. Marissa, a-t-il chuchoté. Tu es en train de me détruire. Je me suis approché, sans cruauté, juste avec franchise. Non, Jason. Je t'ai laissé me détruire pendant des années. C'est la première fois que je ne te protège tout simplement pas. Un silence a envahi toute cette partie du restaurant. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Même le serveur s'est arrêté derrière lui, en attente. Puis j'ai lancé la phrase qui allait se répéter dans notre entourage pendant des jours. Tu lui as dit de ne pas faire d'esclandre, ai-je dit doucement. Mais le seul esclandre ici, c'est celui que tu as créé. Les épaules de Jason se sont affaissées. J'ai pris mon sac, je me suis retourné vers ma table et j'ai dit à mes amis, bon appétit. Je m'en vais. Je suis passé devant lui sans regarder en arrière, le laissant là, tremblant, sous le regard de tout le monde. Je m'attendais à ce que Jason batte en retraite après la confrontation au restaurant et qu'il disparaisse, se cache, se ressaisisse. Mais l'humiliation produit des effets étranges sur un homme qui a toujours vécu grâce à une réputation polie. Le lendemain matin, il n'était pas silencieux. Il était partout. Le premier signe est venu d'un de ses collègues qui m'a envoyé un message anonyme, il raconte aux gens que tu as mal compris, que tu as surréagi, que ce n'était pas une liaison. Bien sûr qu'il le faisait. Il avait toujours été meilleur dans la performance que dans la responsabilité, mais sa tentative de contrôler le récit ne s'est pas arrêtée là. À la mi-journée, il a publié une longue déclaration contrôlée sur la plateforme de communication interne de son agence, le genre de texte que les cadres utilisent lorsqu'ils essaient de paraître transparents sans rien admettre. Cela ressemblait à un script, il y a eu des malentendus concernant des interactions lors de notre événement sur le toit. Je tiens profondément à ma famille et je demande le respect de notre vie privée. Merci d'éviter les spéculations. Spéculation. Il utilisait ce mot comme s'il n'avait pas laissé une trace qu'un enfant pourrait suivre. Puis est venue la partie qui m'a retourné l'estomac, ma femme traverse une période très émotionnelle. Soyez sensible. Émotionnelle. Traduction, elle est instable. Ne lui faites pas confiance. Il ne faisait pas de la gestion de crise, il essayait de me dépeindre comme fragile pour que les gens ferment les yeux sur ce qu'il avait fait. En moins d'une heure, des connaissances communes ont commencé à m'envoyer des messages. Est-ce que ça va? Il a dit que vous vous sépariez parce que tu es dépassé. Il a laissé entendre que tu as imaginé des choses. Imaginé? C'était la goutte d'eau. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je n'ai rien publié. Je ne me suis pas défendu en ligne. Je n'en avais pas besoin. D'autres personnes le faisaient déjà pour moi. Vers 14 heures, j'ai reçu un SMS de Karen des RH de son bureau. Quelqu'un a fait fuiter des captures d'écran. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, un second message est arrivé, une photo d'une discussion de groupe circulant parmi les employés. La capture d'écran jointe montrait une série de SMS entre Jason et Tessa, transférés par quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Des messages sur des réunions à huis clos. Des messages disant « Ne t'inquiète pas, elle ne le saura pas ». Des messages sur des reçus d'hôtel. Des messages disant « Assure-toi de supprimer ceci ». Ce n'était pas graphique. Ce n'était pas dramatique. C'était pire. C'était réel. Et ça s'est propagé vite.
À 15 heures, les captures d'écran avaient fuité sur un groupe Facebook privé de l'industrie connu pour ses commérages. Quelqu'un les a republiés sur un fil Reddit local concernant les scandales au travail. Les commentaires ont afflué en dessous, liaison de bureau classique. Il court après les assistantes depuis des années. Sa femme mérite mieux. Pas surpris. Le gars s'est toujours cru invincible. Puis le hashtag est apparu, #iScandale. J'ai fixé mon écran, stupéfaite de la vitesse à laquelle le chaos peut s'installer quand la vérité finit par faire son chemin. Jason avait bâti toute sa carrière sur une image de marque impeccable, et maintenant, c'était lui la marque que l'on démantelait. Le lendemain matin, la situation a encore escaladé. L'agence a publié une déclaration formelle indiquant que Jason était temporairement déchargé de ses responsabilités d'associé en attendant une révision. Son nom a été retiré de la prochaine présentation client, et une rumeur a couru qu'un client majeur avait menacé de retirer son budget publicitaire si Jason restait impliqué. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas souri. Il n'y a pas eu de danse de la victoire dans mon salon. Il y avait seulement une conscience calme et constante que les conséquences l'avaient enfin rattrapé. Vers midi, Jason a réessayé. Il a appelé, je l'ai ignoré. Il a envoyé un SMS, je ne l'ai pas ouvert. Puis il a envoyé un seul message vocal désespéré. Marissa, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne savais pas que les choses déraperaient ainsi. Je ne voulais pas que tu sois entraîné là-dedans. Pouvons-nous parler? Dis-moi juste ce que tu veux que je fasse. Ce que je voulais, c'était qu'il arrête de prétendre que ce n'était pas de sa faute. Vers 16 heures, le nom de Tessa a commencé à être tendance dans les commentaires également. Quelqu'un a trouvé son Instagram. Les gens ont remarqué qu'elle avait verrouillé son compte. Les spéculations ont explosé. Elle a disparu des emails professionnels. Des rumeurs suggéraient qu'on lui avait dit de prendre un congé jusqu'à nouvel ordre. Jason a essayé de se faire passer pour la victime, Internet s'est assuré qu'il ne le soit pas. Ce soir-là, alors que je réchauffais des restes pour Aubrey, j'ai reçu un dernier message d'un numéro inconnu. Pas de nom, pas de salutation, juste une phrase, c'est fini pour lui. Tout le monde sait maintenant. Et pour la première fois depuis la fête sur le toit, j'ai expiré non pas de soulagement, mais de certitude. L'image de Jason, celle qu'il protégeait plus farouchement que son mariage, s'effondrait, et il ne restait plus aucune manipulation de relations publiques assez forte pour le sauver. Ce n'était pas encore de la vengeance. Ce n'était que le début de l'avalanche. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un appel de mon avocate, Amelia. Sa voix était calme et précise, le genre de calme qui vous indique que le sol sur lequel vous vous tenez est enfin solide. Divorce, garde, protection des actifs, divulgation financière, une demande d'autorité parentale exclusive pour Aubrey, restriction d'urgence sur les comptes, chaque document nécessaire pour couper le lien proprement et légalement. Je n'ai pas hésité. J'ai signé tout ce qu'elle m'a envoyé, transfert, affidavit, état financier, preuve de chaque dollar que j'avais injecté dans son entreprise, les documents d'héritage expliquant comment j'avais payé leur salaire, les frais des fournisseurs et le loyer pendant leur crise. Amelia a dit que cela renforçait notre demande de remboursement et me permettait de récupérer ce qu'il avait utilisé et gaspillé. À midi, tout était déposé, et en quelques heures, les retombées ont commencé à le frapper. Les messages de Jason arrivaient, rapides et frénétiques. As-tu déposé quelque chose? C'est insensé. Tu aurais dû me parler. Tu prends tout. L'agence a vu le dépôt. Ils m'ont retiré de 2 comptes. Il a appelé encore et encore. Comme je ne répondais pas, il a essayé depuis son téléphone professionnel. Je restais concentré sur la paperasse étalée sur ma table de salle à manger. Sa panique n'était plus ma responsabilité. En milieu d'après-midi, il a enfin compris le côté financier de ce que j'avais fait. Mes comptes sont gelés. Je ne peux pas accéder à la ligne de crédit de l'entreprise. Marissa, qu'est-ce que je suis censé faire? Pendant des années, il avait agi comme s'il était le pilier financier de notre foyer. Maintenant, il comprenait enfin que j'avais été la fondation pendant tout ce temps. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message de quelqu'un qui travaillait autrefois avec son père. C'était court et direct, il est dans le pétrin. Les associés se sont réunis aujourd'hui. Il parle de l'évincer complètement. Cela ne m'a pas surprise. Les clients ne voulaient pas être liés à un scandale.
Les associés ne voulaient pas de responsabilité civile. Et l'image publique impeccable de Jason ne l'était plus du tout. Puis sa famille est intervenue. Sa mère a appelé vers 18 h, sa voix tremblante d'une manière que je n'avais jamais entendue. Elle s'est excusée avant même que je dise bonjour. Elle m'a dit que son père était furieux, assez furieux pour dire à Jason de ne pas rentrer à la maison, assez furieux pour dire que Jason avait fait honte au nom de la famille, assez furieux pour dire qu'il ne soutiendrait pas un fils qui avait saboté tout ce qui lui avait été offert. Elle a marqué une pause avant de chuchoter, « Toi et Aubrey aurez toujours une place avec nous. J'espère que tu le sais. » Leur soutien n'était pas quelque chose que j'attendais, mais cela m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Cette nuit-là, le domino suivant est tombé. Un SMS de Karen des RH, « Tessa a démissionné aujourd'hui. » Elle est partie en larmes. C'était ça ou le licenciement. Sa carrière était finie, sa réputation avec. Elle s'était alliée au mauvais homme, et les conséquences l'avaient retrouvée elle aussi. Le lendemain matin, Jason s'est présenté chez ma mère. Je l'ai vu par la fenêtre, épuisé, vidé, portant les mêmes vêtements que la veille. Il se tenait sur le perron comme quelqu'un qui attend d'être réadmis dans une vie qu'il ne reconnaît plus. Quand je suis sorti, il s'est précipité vers moi. « Il faut qu'on parle. Tu as demandé le divorce. Tu as tout gelé. Tu m'as pris de court. » « Non, ai-je dit. J'ai répondu à ce que tu as créé. » Il a essayé de stabiliser sa respiration. « Ne me prends pas Aubrey. Je ne te la prends pas. Je la protège. C'est ma fille aussi. Alors tu aurais dû agir comme un père, pas comme un homme qui a tout risqué pour de l'attention. » Son expression s'est tordue. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, il a eu l'air véritablement effrayé. « Tu es en train de me détruire. » J'ai secoué la tête. « J'ai fini de te sauver. » Quelque chose s'est brisé en lui à ce moment-là, quelque chose qu'il ne pouvait plus contenir. Ses épaules sont tombées. Sa voix s'est affaiblie. « Où suis-je censé aller ? » « Où tu veux, ai-je dit. Mais pas ici. » Il n'a pas discuté, n'a pas crié, n'a pas supplié. Il est juste retourné à sa voiture comme quelqu'un qui n'avait plus de version de lui-même derrière lesquelles se cachait. Des heures plus tard, j'ai reçu un dernier message d'un collègue de son agence. On lui avait dit de démissionner de son poste d'associé avec effet immédiat. Jason Hay, l'homme qui vivait pour la réputation, les applaudissements et la perception, avait officiellement perdu la seule chose qu'il chérissait plus que son mariage. Non pas à cause de moi, mais à cause de ce qu'il avait fait. Et pour la première fois depuis des années, l'équilibre semblait enfin rétabli. Je ne m'attendais pas à ce que la confrontation finale arrive si tôt, mais la vie a une façon de forcer la conclusion au moment précis où l'on est enfin assez forte pour y faire face. 3 jours après son éviction en tant qu'associé, Amelia m'a appelé pour me dire que la conférence de règlement avait été fixée. Il devra être présent, a-t-elle dit. Et d'après le ton de son avocat, il ne va pas bien émotionnellement. Sois préparé. Préparé, c'est exactement ce que j'étais devenu. La réunion était prévue en fin d'après-midi dans un bureau neutre du centre-ville, un bureau avec des murs en verre, de la moquette épaisse et le genre de silence stérile destiné à maintenir les gens civils. J'étais assise dans la salle d'attente avec un verre d'eau que je n'avais aucune intention de boire, respirant régulièrement, gardant l'esprit clair. Je n'étais pas anxieuse. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus triste. Je ressentais tout autre chose, j'en avais fini. Quand la porte s'est ouverte, j'ai entendu sa voix avant de le voir. « Est-ce qu'elle est là ?» a demandé Jason à quelqu'un juste devant le couloir, son ton était faible et tendu. Puis il est entré. Si je n'avais pas su qui il était, je ne l'aurais peut-être pas reconnu. Son costume était mal repassé, ses cheveux décoiffés, ses yeux creusés par des nuits qu'il avait probablement passées à fixer le plafond au lieu de dormir. Il s'est figé en me voyant, comme si ma vue rendait tout réel à nouveau. « Marissa ?» a-t-il dit, à peine plus aucun murmure. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Mon silence avait du poids désormais. Il le sentait. Il s'est approché, puis s'est arrêté au milieu de la pièce, comme si franchir cette dernière distance nécessitait une permission qu'il n'avait plus. « Pouvons-nous parler avant qu'il nous fasse entrer ?» a-t-il demandé. J'ai expiré silencieusement et j'ai posé le verre. « Dis ce que tu as à dire. » Il a dégluti difficilement,
sa voix se brisant alors qu'il essayait de se ressaisir. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais la façon dont tout s'est effondré. Je n'aurais jamais imaginé que ça deviendrait aussi grave. J'ai légèrement incliné la tête. Tu veux dire perdre ton poste, ta réputation, la version de toi-même que tu as soignée pour tout le monde sauf pour ta propre famille. Ses yeux sont devenus rouges instantanément, et il a secoué la tête comme s'il ne pouvait pas supporter d'entendre les choses formulées si crûment. Je ne suis pas l'homme que tout le monde croit, a-t-il dit. Je ne suis pas aussi insouciant que tout cela le laisse paraître. Tu étais pire, ai-je dit calmement. Parce que tu n'étais pas insouciant. Tu étais délibéré, discret, calculateur. Tu m'as trahi en silence et tu m'as laissé porter l'image sur laquelle tu prétendais te tenir. Il s'est couvert le visage des deux mains, les faisant glisser vers le bas comme s'il essayait d'arracher la honte qu'il ne pouvait cacher. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as fait, ai-je dit. Et répéter que tu ne le voulais pas n'annule pas les choix que tu as faits. Il a fait un pas de plus, lent, prudent, comme s'il s'approchait d'une falaise au bord de laquelle il n'était pas sûr de devoir se tenir. J'ai tout perdu, a-t-il chuchoté. Le travail, la confiance de mon équipe, ma famille, mon père. Et je suis en train de te perdre. Je ne sais pas comment vivre avec ça. Tu ne le fais pas, ai-je dit doucement. Tu en tires des leçons. C'est ce qu'on appelle les conséquences. Il a fermé les yeux comme si les mots étaient trop tranchants pour être regardés en face. Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je ne suis allé nulle part. J'ai juste arrêté de rester là où on ne me respectait pas. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais l'émotion s'est bloquée dans sa gorge. Sa voix s'est brisée. Est-ce qu'on peut réessayer? Juste une autre chance. Je ferai une thérapie. Je couperai les ponts avec tout le monde. Je reconstruirai tout si tu m'aides. Je ne peux pas le faire seul. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la pitié, pas de la nostalgie et de la clarté. C'était un homme qui ne voulait pas d'une femme, il voulait un témoin de sa souffrance. Tu ne t'es pas battu pour notre mariage quand tu l'avais, ai-je dit. Tu te bats seulement pour ton ego maintenant. Il a secoué la tête désespérément. Ce n'est pas vrai. Si, ai-je dit. Si je n'étais pas parti de ce toit, tu ne serais pas ici en train de demander pardon. Tu serais encore en train de te faufiler avec ton assistante, en prétendant que rien n'allait mal. Il a tressailli comme si le mot assistante coupait plus profondément que le reste. J'ai continué avant qu'il ne puisse parler. Tu ne m'as pas perdu cette semaine. Tu m'as perdu morceau par morceau au fil des années. Je ne voulais juste pas l'admettre. Sa bouche tremblait, gardant à peine sa forme. Je t'en supplie, a-t-il chuchoté. S'il te plaît, n'arrête pas nous. Il fut un temps où ces mots auraient pu me détruire. Maintenant, ils ressemblaient à des échos d'une vie que j'avais déjà dépassée. Jason, ai-je dit doucement. Il n'y a plus de nous à sauver. Sa poitrine entière s'est affaissée sur elle-même, sa posture se pliant comme si quelque chose à l'intérieur de lui avait finalement lâché. Alors c'est vraiment fini? Oui. Il a fixé le sol pendant un long moment, puis s'est forcé à me regarder à nouveau. Des larmes ont rempli ses yeux, pas dramatiques, pas bruyantes, juste brisées. Je ne sais pas comment vivre avec ce que j'ai fait. C'est tout le principe, ai-je dit. Tu es censé le ressentir. Tu es censé en tirer une leçon. Il a fait un pas chancelant en avant. Marissa, s'il te plaît. Je peux changer. Tu as eu des années pour changer, ai-je dit. Et tu ne l'as pas fait. Tu avais un mariage qui valait la peine qu'on se batte pour lui. Tu avais une fille qui t'adorait. Tu avais de la loyauté, de la stabilité et une partenaire qui portait plus de poids que tu ne l'as jamais réalisé. Tu as tout jeté pour un secret que tu pensais mériter. Il a essuyé son visage avec le revers de sa main, luttant pour respirer normalement à nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis passé devant lui vers la porte de la salle de conférence, ma voix ferme et finale. Maintenant, tu fais face à la vie que tu as créée, et moi, j'entre dans celle que j'ai reconstruite sans toi. Il s'est retourné, désespéré. Marissa, s'il te plaît, donne-moi juste quelque chose. Un signe que tu ne me hais pas. Je me suis arrêté, la main sur la porte.
Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne te hais pas, ai-je dit. Je suis libéré de toi. Puis j'ai ouvert la porte et je suis entré, laissant Jason seul dans le couloir dévasté, tremblant, et faisant face aux conséquences qu'il avait passé des années à fuir. Pour la première fois de tout notre mariage, ce n'était pas moi qui restais en arrière pour le ramasser. C'était lui qui me regardait m'en aller. 6 mois ont passé, et la version de ma vie dans laquelle je suis entré ne ressemblait en rien à celle que j'avais quittée. Elle n'était pas plus bruyante, plus agitée ou dramatique. Elle était plus calme, plus nette. La mienne. Le genre de vie qui pousse tranquillement après la fin d'une tempête, quand tout ce qui était brisé a déjà été emporté. Aubrey et moi avons emménagé dans une maison plus petite, plus proche de son école. Du soleil dans chaque pièce, du parquet sur lequel ses chaussettes glissent, un jardin où elle dessine des cœurs à la craie sur le patio. J'ai décoré lentement, choisissant des pièces que j'aimais vraiment au lieu de celles destinées à impressionner des invités qui importaient à peine. Le silence ici ne semblait pas lourd comme autrefois. Il semblait mérité. Chaque matin, je l'accompagnais à la grille de l'école et elle me serrait dans ses bras avec une nouvelle forme de douceur, comme si elle ressentait la paix même si elle n'en comprenait pas toutes les raisons. Les enfants sont plus perceptifs qu'on ne le pense. Elle a su quand notre foyer est passé de la tension à la sécurité. Elle dormait mieux, riait plus, dessinait des images de maman et moi sans une troisième silhouette en arrière-plan. Mon travail a changé aussi. Après des années à mettre ma carrière en pause pour le bien de notre foyer, j'ai enfin accepté la promotion que mon patron me suggérait, coordinatrice de projet senior. Cela s'accompagnait d'une augmentation, de nouvelles responsabilités et d'une confiance que je n'avais pas réalisé avoir étouffée pendant si longtemps. Je ne jonglais plus avec tout toute seule. Je construisais quelque chose pour moi, pas pour un homme qui se croyait le centre de chaque pièce où il entrait. La présence de Jason dans ma vie s'est réduite à des mises à jour juridiques et à des échanges de garde programmés. Nous nous voyons dans des lieux publics désormais, toujours brièvement, toujours civilement. Il semblait différent à chaque fois, plus mince, plus silencieux, les traits émoussés par les conséquences qu'il apprenait encore à porter. Il avait emménagé dans un petit appartement loué en périphérie de la ville après avoir perdu son poste à l'agence. Le bruit a couru que les associés avaient officiellement voté son départ. Son père avait coupé les ponts financiers de façon permanente. Et la maîtresse qui s'accrochait autrefois à lui avait totalement disparu du récit. Il ne disait jamais grand-chose lors des échanges, se contentant de hocher la tête et de me remercier quand je lui tendais le sac à dos d'Aubrey. Parfois, il avait l'air de vouloir en dire plus, mais les mots qu'il avait restés prisonniers d'un regret qu'il n'avait pas la force d'exprimer. Je ne le haïssais pas. Je ne lui souhaitais pas de mal, mais je ne le protégeais plus non plus. Ma paix ne venait pas du fait de le voir tomber, elle venait du fait de réaliser que je ne vivais plus dans l'ombre de ses choix. Les soirées sont devenues mon moment préféré de la journée. Après avoir mis Aubrey au lit, la maison semblait chaleureuse d'une manière que je pensais autrefois impossible. J'allumais des bougies simples aux senteurs propres non pas parce que j'avais besoin d'ambiance, mais parce que j'aimais l'odeur. Je cuisinais par plaisir plutôt que par obligation. Je lisais de nouveau. Je dormais sans attendre qu'une porte s'ouvre tard ou qu'un mensonge fasse surface le lendemain matin. Ma vie ne ressemblait pas à une version reconstruite de l'ancienne, elle ressemblait à un tout nouveau chapitre que je ne m'étais jamais permis d'imaginer auparavant. Un soir, en fermant les rideaux, j'ai croisé mon reflet dans la vitre. Je n'avais pas l'air fatigué. Je n'avais pas l'air incertaine. Je n'avais pas l'air de quelqu'un qui se remettait d'une trahison. J'avais l'air de quelqu'un qui comprenait enfin sa propre valeur. La vérité est que la trahison ne m'a pas brisé. Elle m'a révélé. Et alors que j'éteignais la dernière lumière et marchais dans le couloir vers la chambre de ma fille, j'ai réalisé quelque chose avec une clarté absolue, la liberté n'arrive pas quand quelqu'un s'excuse. Elle arrive quand vous arrêtez d'attendre qu'il le fasse.